Bonjour, merci Martin Fayulu. Bonjour. Vous êtes ici au Royaume-Uni, particulièrement à Londres, en séjour politique pour rencontrer l'élite politique d'ici aussi, et puis les autorités britanniques. Il y a, sur le plan de l'actualité nationale, évidemment, elle est dominée par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba de la CPI. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision de la CPI? Ma réaction, c'est tout simplement la satisfaction. Comme tous les Congolais sont satisfaits, sont contents du fait qu'un de ces valeureux fils, du Congo, soit libre et puisse se battre à côté de ses sœurs et de ses frères pour libérer le Congo et pour amener le Congo à la prospérité. Donc je suis très content et j'ai dit une fois de plus merci à Dieu Tout-Puissant parce que c'est lui qui a permis ça. Et honte à ceux qui ont fait tout pour que Jean-Pierre Bemba soit arrêté et soit emprisonné à la CPI. Et là on a vu la vérité, et la vérité est têtue. Et c'est pour cela qu'il faut lutter pour la vérité, lutter pour la justice, afin que tout se sache. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est libre déjà pour moi, et c'est une très bonne chose. Et je remercie encore le Seigneur, et le peuple congolais est très content. Pensez-vous que cela va transformer la donne politique au Congo? Bien sûr, Jean-Pierre Bemba c'est un acteur majeur, il le vient. Et les cartes vont certainement se redistribuer, ça va transformer, et c'est un poids lourd qui vient et qui donne son poids à ces combats, à cette lutte, et ça doit certainement effrayer M. Kabila et les siens. Parlons des élections. La classe politique en général est en train de demander la révision du fichier électoral. Vous, personnellement, vous vous battez pour ça, pour que les fichiers électoraux soient revus. Pensez-vous que la CENI va-t-elle céder aux demandes? Mais la CENI n'a pas assez d'eau à ne pas céder. La CENI doit nous présenter un fichier électoral fiable. Les fichiers présentés par la CENI des 46 millions d'électeurs, ramenés à peu près les 40 millions, ces fichiers-là, c'est un fichier faux. Ça a été démontré par nous d'abord, et ça a été démontré par l'audit de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, maintenant que nous savons tous que dans ces fichiers, il y a 16,6% des gens qui n'ont pas d'empreinte, c'est-à-dire qu'ils sont des présumés faux. Ils sont des faux, donc il faut extirper ces 16,6%, c'est-à-dire 6 700 000 électeurs. Nous savons aussi qu'il y a 7,4%, c'est-à-dire 2 900 000 personnes qui n'ont pas la totalité de leurs empreintes. Donc, on ne sait pas qui ils sont réellement. Ça fait au total près de 10 millions de personnes, 10 millions de personnes qui sont dans les fichiers électoraux dont on ne connaît pas. Alors, il faut que la CENI retire ces gens-là de ces fichiers. On appelle ça radiation pure et simple. On les radie et après on publie les listes des les 30 millions qui vont rester. Dès qu'on publie ces listes-là, ceux qui sont radiés à tort vont se plaindre, on va remettre leur nom, on va reprendre l'opération. Et c'est ça, ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir un fichier fiable. Et nous disons à l'OIF que sa conclusion n'était pas bonne. Dire que les fichiers est inclusif et les fichiers est perfectible, non. Tout est perfectible sur cette terre de zone. Il n'y a que Dieu qui n'est pas perfectible. Donc, ce qu'il faut faire, il faut donner une conclusion ou une recommandation importante qui est de radier ces gens-là, de publier des listes et ceux qui ne trouveront pas leur nom, qu'ils se plaignent, qu'ils aillent en procédure de contestation pour qu'on rajoute leur nom en, cette fois-ci, mettant des empreintes. On ne peut pas avoir dans ces fichiers des gens qui n'ont pas d'empreintes parce que les empreintes, c'est ça les contrôles. C'est ça la vraie identité. L'identité de la personne,
Ces empreintes, le nom, les gens peuvent changer des noms, les gens peuvent changer des visages, mais on ne peut pas changer les empreintes. Sinon, quelle serait alors la procédure des contestations? Sinon, il n'y a pas d'élection. Nous devons avoir, nous disons ceci, il faut des élections libres, ça c'est un, élections crédibles, c'est deux, élections transparentes et élections apaisées. Alors pour avoir ces élections comme ça, avec tous ces qualificatifs, il faut d'abord avoir les fichiers électoraux et il faut les organiser avec l'adhésion du peuple congolais. Le peuple congolais veut un fichier électoral crédible ou fiable. Le peuple congolais ne veut pas de machine à voter. Donc, il y a ces deux choses-là. C'est la clé. C'est avec ces deux choses-là, si vous n'avez pas de fichier, si on met la machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et à 6 mois des scrutins présidentiels, pensez-vous qu'il y aurait des élections crédibles, fiables et acceptées par toutes les composantes politiques? Très bonne question. Nous, de l'opposition, en tout cas nous de la dynamique, nous voulons des élections fiables, crédibles, pardon. Mais M. Kabila veut des élections chaotiques parce qu'il ne veut pas des élections. Parce qu'il ne veut pas partir, il ne veut pas quitter le pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils font toutes ces manœuvres-là pour avoir des élections chaotiques et après venir décréter un état d'urgence. M. Kabila et Nanga nous ont dit qu'il y aura des élections le 23 décembre. Ils pensaient faire baisser la pression de la communauté internationale et de la communauté nationale. Comme il a fait baisser la pression avec l'organisation du dialogue de la CNCO, et après il n'a pas voulu respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, maintenant il veut faire autant. Nous lui disons qu'il faut qu'il y ait ces élections crédibles, pas autre chose. Sinon qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons dans notre proposition parce que nous pensons que cette proposition, c'est ça qui vaille, c'est-à-dire la transition sans M. Kabila. Il faut cette transition pour permettre aux Congolais, aux Congolaises qui vont diriger le pays pendant cette période de nous organiser ces élections que nous voulons, que nous appelons de tous nos voeux, les élections chrétiennes. Donc, la transition sans Kabila, aujourd'hui, c'est une urgence. C'est la solution. Mais certains de vos pairs politiques ont rejeté cette idée de la transition sans Kabila quand Nikki Haley, la sous-secrétaire d'État américain aux Nations Unies, a visité le Congo et elle a fait une tournée, disons une visite avec certains leaders politiques. Ils ont carrément rejeté cette idée de la transition sans Kabila, selon laquelle l'idée était anticonstitutionnelle. Non, mais écoutez, j'ai fait une démonstration aux États-Unis pour dire que ce n'était pas anticonstitutionnel. Et j'ai même posé la question, M. Kabila, au 1er janvier 2018, quelle est la base légale qui le soutient? Quelle est la base légale qui soutient toutes les institutions congolaises à mandat électif? Quelle est la base légale qui soutient l'Assemblée nationale? Il n'y a pas. M. Kabila a fait un coup d'État. La transition sans Kabila, c'est parce que nous n'avons pas aujourd'hui des bases légales. Parce que la Constitution a cessé de produire ses effets au niveau du président de la République, au niveau de toutes les institutions à mandat électif. L'accord de la Saint-Sylvestre a pris le relais pour 1 an. Et cet accord est terminé depuis le 31 décembre 2017. L'esprit de l'accord continue parce que l'esprit de la Constitution continue. C'est quoi l'esprit de la Constitution? C'est quoi l'esprit de l'accord? C'est que, le mandat de M. Kabila, le second et dernier mandat est terminé et que M. Kabila ne peut pas briguer dans ces pays un autre mandat présidentiel. On ne peut pas se présenter aux élections. Ça, c'est l'esprit et c'est clair, c'est consigné dans la Constitution, c'est consigné de l'accord. L'esprit de l'accord, c'est quoi? Il faut une alternance démocratique, il faut qu'il y ait élection. Cet esprit continuera. Personne. Mais la lettre pour l'accord, c'est fini. Et donc, comme c'est fini, et là, M. Kabila n'a pas de base légale. Et c'est pour cela que moi, j'ai quitté l'Assemblée nationale le 1er janvier. Je n'avais plus ma place là-bas.
Alors, mes pères qui ne parlent plus ou qui ont contesté la transition sans Kabila, ça c'est libre à eux. Nous avons pris la décision ensemble tous le 22 juillet 2017 lors de la fin du deuxième conclave du rassemblement. Et nous avons dit qu'à fin décembre 2017, s'il n'y a pas élection, donc au 1er janvier 2018, nous allons demander à la communauté nationale et à la communauté internationale de ne plus reconnaître M. Kabila comme président. Et nous allons demander aussi à ce que toutes les institutions à mandat électif soient considérées comme illégitimes et illégales. Alors, nous sommes là et aujourd'hui, je suis très content que certains d'entre eux reviennent et disent c'est la seule solution. Tant mieux, parce que Kabila veut demeurer éternellement au pouvoir et le peuple congolais ne peut pas le laisser, demeurer au pouvoir comme il l'entend lui. Votre plateforme politique, la dynamique de l'opposition, vous a désigné comme étant candidat à ces scrutins présidentiels. Et pensez-vous que la plateforme va rentrer en conflit avec l'ensemble de l'opposition générale, pour autant chercher à avoir une solution, dégager une candidature unique? Cela va à l'encontre des stratégies de l'opposition en général? Non, parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres partis politiques qui ont aussi désigné leurs candidats. Donc ça ne peut pas aller à l'encontre. Et au contraire, ça doit aider, ça doit favoriser à ce que nous puissions organiser cette candidature commune. Maintenant, il y a Jean-Pierre Bemba qui est là, donc on ne peut pas demander à Jean-Pierre Bemba de décider qu'il est candidat. Alors, si nous voulons vraiment gagner, la seule chose, c'est que tout le monde doit se dire, écoutez, on se met ensemble, et ensemble, on met en place des critères. Avec la participation de la population. Il ne faut pas écarter la population. Nous mettons les critères. Et ces critères-là sont acceptés et nous tous, nous nous soumettons. Mais comment le faire? On peut imaginer, par exemple, d'organiser des émissions radio-diffusées et télévisées, des émissions, une série d'émissions, où les candidats viendront, ils répondront aux questions des journalistes, des questions économiques, des questions sur la société, des questions sur la politique du pays, la sécurité, nos relations avec le pays voisin, notre place à l'international, et qu'est-ce que nous voulons faire du Congo, quelle est la vision de chaque candidat, et puis on pourra apprécier avec la population pour désigner les candidats communs de l'opposition. Parlons de Jean-Pierre de l'actualité actuellement. Seriez-vous capable de s'allier à lui si les circonstances politiques s'assemblent pour qu'il se présente au prochain scrutin? J'ai dit, s'il se présente, et aujourd'hui nous parlons des candidats communs, nous parlons des critères. Si c'est lui qui est la personne qui remplit plus les critères, pourquoi pas? Si c'est un autre, pourquoi pas non plus? Et donc, nous devons nous soumettre à la règle du jeu. Et si le jeu est là, si nous définissons les règles, ok, soumettons-nous. Donc le jeu, on ne peut pas faire comme M. Kabila qui change les règles du jeu à tout bout de champ. Et aujourd'hui, on dit que non, les Congolais de l'étranger doivent, participer au vote. Et dans l'année des élections, on dit que non, on ne peut pas enrôler les Congolais de l'étranger. Nous disons que voilà, il y aura des bulletins pour le vote. Non, M. Nanga, il sort de je ne sais où et il dit que non, il faut une machine à voter. Non, on ne peut pas faire ça. Mettons-nous d'accord, et si on se met d'accord, tenons-nous à ce dont nous nous sommes convenus. Et puisque vous parlez des Congolais de l'étranger, et vous êtes ici actuellement à Londres, vous êtes les champions du vote de la diaspora congolaise. Est-il encore possible pour que la CENI revoie la loi électorale afin que la diaspora congolaise puisse enfin participer au scrutin? La loi actuelle prévoit que
les Congolais étrangers doivent voter. La loi actuelle prévoit, et même les calendriers électoraux que nous n'avons pas soutenus, mais les calendriers, ces calendriers prévoient qu'il y ait enrôlement des Congolais de l'étranger. Et d'ailleurs, quand on a commandé les kits d'enrôlement, on a commandé 1600 kits. Il y a 1600 kits qui sont là depuis fin 2016 dans les entrepôts de la CNI pour l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Donc il faut les enrôler. Et seulement, on ne peut pas changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois des élections. Comment changer les choses? Il y a des gens, vous voyez, aujourd'hui, à Londres, j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles. J'ai sillonné, en tout cas, les grandes capitales européennes. J'ai sillonné ces capitales, même certaines capitales africaines. J'ai communié avec les Congolais de l'étranger. Je les défends et je dis qu'il faut qu'ils rentrent. Alors, voyez-vous, plus de 7 millions de ceux qui peuvent être électeurs, plus de 7 millions, et vous le mettez de côté. Est-ce que c'est normal? Kabila, lui, il sait faire une réserve de près de 10 millions et il va nous priver de plus de 7 millions d'électeurs? Non. Et je crois que ça, les Congolais de l'étranger doivent à tout prix dire non, on ne peut pas avoir les élections sans eux. Un dernier mot, M. Martin Fayulu, puisque vous êtes ici au Royaume-Uni, et vous avez un dernier mot pour cette diaspora congolaise du Royaume-Uni? Du Royaume-Uni et d'ailleurs, la diaspora congolaise, vous êtes notre classe moyenne. Il faut tout faire pour qu'on change les choses. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble pour changer les choses et nous allons le changer. Donc, j'ai dit que nous ne pouvons pas être des ennemis, ceux qui sont au pays et ceux qui sont ici. On doit tous trouver des solutions. Personne ne peut dire que c'est lui seul qui pourra trouver la solution pour les Congos et sauver les Congos. Ce sera une solution collective et nous allons tous sauver les Congos. Et là, nous nous dirons que voilà, le pays ici de Simon Kimbangu, le pays de Lumumba et Kasavubu, et ce pays-là n'a pas eu d'indépendance pour rien. On ne peut pas avoir eu l'indépendance en 1960 et aujourd'hui, M. Kabila nous colonise et d'autres pays nous colonisent. Non, la décision appartient aux Congolaises et aux Congolais et c'est à nous. La foi, nous avons la foi, nous avons une détermination et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et j'ai dit aux Congolais, merci, que Dieu vous bénisse. En tout cas, les Congolais de diaspora, Nzamba Zanabino, Abba de la Bino, tous à la Elongo, tout la boka mboko Nzamba pesi biso, Nzamba pesi biso mboko yo kaka boyete. Atiaki biloko babanga ya tano ba mai bato, ba nzete ba zamba nyonso, atiango pamba te. Ayebi tina tia Nzambe pe akeleki biso te mpona bikelakela. Moto na moto aza na mission na ye. Oyo ya kosala, tosala yango, soki te ntango tokozonga epai ya Nzambe akotuna biso bosalaki nini. Bozwa na tekeli bino eloko ya soka parabole ya talent. Bapesi yo moko yo kokunda. Okuna bapesi ye asaleli yango. Oyo Nzambe bapesi biso tokunda te. Toloba te ono bateka mboka oyo mboka ekobonga te. Mboka ekobonga. Ngai Fayulu nakomona ndenge mboka ekobanda kobonga. Il faut tomona yango avant tokufa. Il faut tomona. Donc toute la décision on a biso nyonso. Je termine sur cette note d'espoir. Le Congo est beau. C'est comme ça que nous disons que c'est encore possible. Notre frère d'heureuse mémoire, Alain Moloto, nous a chanté « C'est encore possible ». C'est encore possible que ce pays soit un pays libre et prospère. C'est encore possible que les Congos cessent d'être la risée du monde. C'est encore possible que les Congolais puissent être un homme et une femme de caractère pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas des gens qu'on peut manipuler à souhait. Merci, Boutigamara. Merci, M. Martin Fayulu, d'avoir accepté l'invitation de ici Londres. Merci beaucoup.